Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir pour une vidéo hors série. Et non, nous allons pas parler de jeux, nous allons parler de bouquins. Je vous dresse ici une liste de 10 livres alors, qui m'ont marqué. On va tout de suite dresser le décor. Il est dressé déjà, hein, vous voyez un beau décor. Mais plus sérieusement, je ne suis pas un gros lecteur, j'ai pas lu une masse de bouquins dans ma vie. Donc c'est plutôt faute d'avoir envie de faire autre chose plutôt que faute de temps. Plutôt pour ça que j'ai pas lu des masses, parce que c'est vrai que lire c'est quand même cool. Il y a plein de trucs sympas mais à découvrir, plein de choses. Mais c'est comme ça, hein, la vie a voulu que je sois pas trop lecteur. Néanmoins, j'ai réussi à lire au moins 10 bouquins dans ma vie, et je vais vous en présenter 10 ici pour le fun. Ça faisait partie de ces vidéos que je voulais faire depuis un moment, et j'ai réussi à caser le truc. D'autant plus que cette vidéo, même si elle est hors série, elle est complètement liée à celle qui va suivre. La vidéo qui va suivre sera le replay Twitch de la partie de Nouvelle Contrée que j'ai partagé avec Céline. Vous savez, de Nouvelle Contrée, le jeu qui fait pas mal penser c'est dans un registre Dixit, hein, vous savez, les fameuses illustrations qu'on essaie d'associer à des idées, etc. Et dans ce jeu, qui est assez récent, qui est sorti fin 2021, il faut forcément prendre un livre de notre bibliothèque pour pouvoir disputer une partie. Donc, on est lié, on reste dans un registre littéraire. Avant d'aller plus loin, comme il est de coutume, les copains, merci à vous, soutenez la chaîne, les chaînes, YouTube ou Twitch, ça fait toujours plaisir, c'est fait. Et allons-y, voilà, sans transition, on commence. Alors je vais vous lire le résumé à chaque fois du bouquin, ça sera peut-être plus efficace, résumé recueilli sur le site Babelio, enfin, le bouquin sur Babelio. 10 petits nègres, on commence par 10 petits nègres, Agatha Christie, un grand classique. De toute façon, je pense que, vous allez voir que le type de bouquin que je lis, et vous allez vite capter mes goûts en termes de lecture. Et ne vous laissez pas duper par le premier, parce que le premier, c'est un peu le seul du genre. 10 petits nègres d'Agatha Christie, 10 personnes apparemment sans point commun se retrouvent sur l'île du Nègre, invitées par un mystérieux Mister Onheim, malheureusement absent. Un couple de domestiques récemment engagés veille au confort des invités. Sur une table du salon, 10 statuettes de nègres. Dans les chambres, une comptine racontant l'élimination minutieuse de 10 petits nègres. Après le premier repas, une voix mystérieuse s'élève dans la maison, reprochant à chacun un ou plusieurs crimes. Un des convives s'étrangle et meurt. Comme la première victime de la comptine. Une statuette disparaît. Et les morts se succèdent suivant le texte à la lettre. La psychose monte. Le coupable se cache-t-il dans l'île, parmi les convives? Une poignée de personnages admirablement campés, une ambiance tendue, un suspense à couper le souffle et une fin complètement inattendue. Je l'ai lu en quatrième, pas par choix, on suit le programme scolaire, on n'a pas le choix, on nous dit procurez-vous ce bouquin-là et lisez-le, donc ouais, bon bah, ok, on y va. À l'époque, je commençais un petit peu à découvrir les résumés sur internet des bouquins pour pas les lire, mais celui-là, je l'avais lu, je m'étais pris au jeu, je l'avais trouvé sympa. C'est vrai qu'en fait, la plupart des bouquins qu'on a dû lire avec l'école m'ont pas spécialement marqué, sauf deux, donc celui-là et celui qui vient juste après. J'ai essayé de classer ces 10 bouquins par ordre chronologique de lecture, avec une petite marge d'erreur d'un ou deux bouquins peut-être intervertis, mais honnêtement, ça n'a pas tellement d'importance pour cette vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais vidéo très légère, hein, vous voyez, il n'y aura absolument aucun montage. J'ai mis Start enregistré, à la fin je mettrai Stop enregistré, et c'est bon, ça fera l'affaire. C'est vraiment un genre de vidéo bonus, si on peut considérer que c'est un bonus. Donc 10 petits nègres, ça m'a fait découvrir le genre bouquin. Putain, ça fait penser que, tiens, je dis ça, j'ai complètement oublié de mettre un livre que j'aurais pu mettre. Ah, mais j'en parlerai en genre de mention honorable juste après, tiens. Parce qu'on est sur du policier, là, l'espèce de policier, crime, etc. Ouais, c'était amusant, vraiment, je me suis pris au jeu. On est arrivé enfin, le bouquin a réussi à me captiver du début à la fin, en me demandant, je peux rien dire, je peux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. Mais à la fin, c'est vrai qu'on se dit, mais attends, mais non. Ah oui, ok, voilà. Ce qui est à mon avis souvent le cas dans les bouquins policiers, c'est que le flou est laissé jusqu'à la fin. On se dit, mais attendez, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que... Ah bah si, d'accord. On comprend mieux. Et donc bien sûr, à cet âge-là, pas trop capable d'essayer d'élucider le mystère avant d'avoir les clés dans le bouquin.
Il se lit bien, de toute façon, si on l'a proposé en 4ème, c'est que le bouquin se lit bien, hein. Ils sont pas trop salauds, les profs de français, ils nous donnent pas des bouquins complètement illisibles, donc ça passe. Pas grand-chose à dire, je recommande, bien sûr, hein. De toute façon, tous les bouquins qui sont là, je les recommande quasi tous. Et là, la petite mention honorable, la série Chair de poule. Bon, je l'affiche pas là, je vous l'affiche pas parce que je l'avais pas, je viens de me rappeler que maintenant, mais la série Chair de poule, c'est excellent. Un livre pour enfants, quand on est gamin, qu'on aime bien les trucs un petit peu mystérieux, qui font un petit peu peur vite fait. Je crois que c'était La Nuit des Pantins, il me semble. C'est peut-être celui que j'avais préféré. De toute façon, les pantins, c'est assez fascinant quand même, hein. Je reconnais à qui ça fait flipper, hein, ne parlez pas de pantin Céline. C'est trop drôle. Mais voilà, c'est amusant. On switch pour Fahrenheit 451, hein, 451, si vous préférez, de Ray Bradbury. On reste dans un registre scolaire, c'est un bouquin que j'ai lu en 3ème. Je me souviens de mon prof de français de 3ème, de toute façon je me souviens de tous mes profs de français, hein. Même si j'étais pas hyper motivé par le français à l'époque. Je l'ai pas déjà dit ça? Je sais pas si je l'ai déjà dit. Le résumé, Montag est un pompier du futur d'un genre particulier, il brûle les livres. Jusqu'au jour où il se met à en lire. Refuse de bonheur obligatoire et rêve d'un monde perdu où la littérature et l'imaginaire ne seraient pas bannis, devenant du coup un dangereux criminel. Donc une histoire qui est assez rigolote. Alors je l'ai inclus dedans, j'ai hésité pour faire 10 à ne pas le mettre, parce que ça fait pas mal écho à d'autres bouquins dont je parlerai juste après. J'avoue que celui-là, quand je l'ai lu en 3ème, il m'avait peut-être moins marqué que le précédent, que Deep Teenager. J'avais été moins marqué par le message. Après, on est en 3ème, on pense un peu moins à ces trucs-là. Le côté un peu anticipation, réfléchissez un peu à ce que vous lisez, imaginez, voilà. Non, ça avait moins d'impact chez moi. Pourtant, c'était pas faute d'essayer, parce que je sais que le prof de français avait fait un travail de connivence, ça va proposer un truc de connivence avec la prof d'art plastique. On devait aussi faire des trucs, essayer de faire une œuvre d'art qui illustrait Fahrenheit. Alors, bon, c'était marrant, c'était un petit peu n'importe quoi. Enfin bref. Et puis avec le temps, j'y repensé à ce bouquin, je me disais, tiens, c'est vrai qu'en fait c'était pas mal intéressant. Alors avec le temps, 10 ans plus tard, hein. 10 ans plus tard, je me dis, mais en fait c'était intéressant comme bouquin. Et pour rien vous cacher, donc là j'ai 36 piges. La semaine dernière, en batifolant un petit peu sur Netflix, en regardant un petit peu les trucs, je vois, tiens, Fahrenheit 451 en film. Et je me suis rappelé qu'effectivement, en 3ème, on avait regardé le prof de français nous avait aussi fait visionner le film Fahrenheit 451, qui était d'ailleurs de François Truffaut, si je dis pas de conneries. Et donc un vieux film, hein, c'est un film des années peut-être 60, quelque chose comme ça, qui était sorti à plusieurs années après le bouquin qui a dû avoir du succès sur le coup. Et avec la mémorable scène des 4 flics, là, en espèce de jetpack dégueulasse. Alors ça, je me souviens, quand j'ai revu cette scène-là dans le film, parce que je me suis remangé le film, que bon, c'est mou, quoi, hein, c'est des films des années 60, avec une ambiance assez caractéristique de ces films-là. C'est drôle. Et cette scène qui nous avait fait nous poiler au collège, je me souviens, la classe était marrée en voyant ça. Enfin, c'est quoi ces effets spéciaux là? C'est débile. Mais bon, enfin, c'était drôle. Enfin, en tout cas, le propos du bouquin est vraiment marrant. On trouve un peu l'histoire un peu le délire totalitarisme, où on te fait croire qu'en fait c'est génial ce que tu vis, mais bon, hein, t'es très coincé, quoi. T'es très très coincé dans ce que tu peux penser. Et ça, on va en parler plusieurs fois, parce que effectivement, c'est la trame, la trame principale de ce que j'aime lire. De toute façon, La Nuit des enfants en bois, un bouquin que j'ai lu au lycée. Le résumé, sélectionné parmi les meilleurs romans. Ça, c'est pas vraiment un résumé, ça. Non, c'est pas vraiment un résumé. Alors, je zappe, voilà. Cela se passe une nuit dans Central Park, à New York. 7 adolescents sont sauvagement agressés et battus, certains violés, ce qui est pas très cool. Mais ces 7-là ne sont pas comme les autres. Ce sont des enfants génies. De l'horreur, ils vont tirer contre le monde une haine froide, mathématique, éternelle. Avec leur intelligence, ils volent et ils accumulent les crimes parfaits. Car ces 7-là ne sont pas 7. Ils sont un. Ils sont un seul esprit, une seule volonté. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte contre eux de toutes ses forces. Au moins qu'il ne soit de leur côté.
Alors, s'ils étaient 8, le monde serait à eux, et ce serait la nuit. La longue nuit, la nuit des enfants rois. Bouquin de Bernard Lantric, j'ai pas cité. Ce bouquin, c'est peut-être le premier vrai bouquin que j'ai lu de mon plein gré, et pas à l'insu de mon plein gré, conseillé par une copine, une copine du lycée qui disait vas-y, faut absolument que tu lises ça, ça fait trop penser à toi, voilà, faut que tu lises. Alors moi, j'étais là, ouais, moi je lis pas, moi je suis un gros dur, hors de question que je lise des bouquins, c'est pour les femmettes. Bon, je fais exprès d'extrapoler bien sûr, mais c'était pas ça, mais bon, enfin, le bouquin, ça m'embêtait particulièrement de lire des bouquins. Elle m'avait un petit peu... elle avait insisté, et finalement, j'avais adoré lire ce bouquin, j'avais trouvé ça cool. Alors le résumé, je trouve qu'il est pas... Ouais, je l'aurais peut-être pas tourné de cette manière-là, mais c'est vrai qu'au moins c'est un résumé qui va droit au but. Donc le délire, c'est effectivement des enfants un peu complètement surdoués, ils sont liés, et c'est un peu intriguant tout ça. Un bon livre pour ados qui se croit un petit peu qui se croit un petit peu différent des autres, hein. Voilà, on va dire ça. Mais enfin, j'adore, je l'ai relu beaucoup plus tard, par contre, je l'ai relu il y a peut-être 5-10 ans, et ça m'a fait rire de le relire, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, ça se lit toujours aussi bien, mais c'est marrant de relire quelque chose quand on a un peu de vécu entre deux, qu'on perçoit plus les choses de la même manière, c'est assez amusant de regarder comment on accepte le bouquin, ou pas d'ailleurs. Enfin là, c'est un plaisir de le relire et de retrouver des scènes que j'avais complètement oubliées. C'est assez comique. On passe à un autre, Le Papillon des Étoiles. C'est peut-être c'est peut-être le premier bouquin que j'ai choisi moi-même, comme un grand, et que j'ai lu et qui m'a un minimum intéressé, de Bernard Werber. Le résumé, cette planète est notre berceau, mais nous l'avons saccagée. Nous ne pourrons plus jamais la soigner ni la retrouver comme avant. Quand la maison s'effondre, il faut partir, recommencer tout ailleurs et autrement. Le dernier espoir, c'est la fuite. Le plus beau des rêves, bâtir ailleurs une nouvelle humanité qui ne fasse plus les mêmes erreurs. Le plus beau des projets, construire un vaisseau spatial de 32 km de long propulsé par la lumière et capable de faire voyager cette humanité pendant plus de 1000 ans dans les étoiles. Plus folle des ambitions, réunir des pionniers idéalistes qui arrivent enfin à vivre ensemble en harmonie. Et au final, la plus grande des surprises. Alors ce bouquin-là, je l'avais lu dans l'avion. Je me souviens, j'ai quasiment tout lu dans l'avion. Je l'ai fini dans l'avion, j'avais un petit peu commencé avant. Je me souviens, je repartais en Chine et il y avait eu un retard déjà il y avait eu un retard dans l'aéroport, donc bon, j'avais eu le temps de commencer le bouquin dans l'aéroport et on a fini en vol. Ce qui renforçait un côté vraiment voyage dans le bouquin. Alors c'est toujours pareil, hein, les bouquins, faut aussi les prendre, faut pas uniquement les prendre tels qu'ils sont, faut aussi considérer qu'on les apprécie ou non, parce que la situation dans laquelle on les lit est plus ou moins propice à ce qu'on apprécie le bouquin. Enfin, vous voyez, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et, et là, je pense que ce facteur voyage exacerbé faisait que je l'ai d'autant plus apprécié. J'aimais bien le thème du bouquin aussi. Donc le délire, c'est comme le résumé le dit, c'est vraiment, tiens, bon, en gros, l'humain a foutu a foutu la merde sur la planète, comme d'habitude, on a l'habitude. Et puis il y a un mec hyper riche qui monte son projet de faire, en gros, une espèce d'Elon Musk, je vais pas dire du passé ou du futur, un gars comme ça, qui tape un délire de ouais, les gars, on va aller coloniser ailleurs, en espérant pas foutre trop le bordel cette fois-ci, et en espérant que ça se passe bien aussi sur le voyage, parce que le voyage va durer 1000 ans. Donc il y a toute une histoire de gâteries survolés qui compose l'équipage du vaisseau. On y va, et puis en espérant que les générations qui vont se poursuivre à l'intérieur pendant le voyage, parce que ça va sauter de génération, bien sûr, c'est pas les mêmes qui vont arriver là-bas, 1000 ans plus tard, les humains seront morts entre-temps sur la route, enfin ceux qui sont partis au début, et en espérant que ça se passe bien, et voilà, qu'on colonise ailleurs, et que tout aille bien. Alors c'est comme d'hab avec Bernard Werber, c'est-à-dire que j'aime bien les idées de ses bouquins, j'aime bien le thème de ses bouquins, et je trouve que les fins sont toujours exploitées. Je peux pas dire mal exploitées, c'est pas vrai, parce que c'est uniquement mon ressenti. Alors lui, je suis sûr qu'en les écrivant, il s'est dit, bah oui, j'ai la fin que je voulais, normale. Ouais, je sais pas, je trouve que les fins, j'ai du mal à apprécier les fins à chaque fois de ces bouquins, et ça, pour n'importe quel de ces bouquins, j'en ai pas lu des masses, j'ai dû en lire 5-6 quand même.
J'ai pas lu Les Fourmis, notamment. Je sais que Bernard Werber, souvent, c'est Les Fourmis. Hein. Bernard, Les Fourmis! Non, je sais pas lu. Mais les autres, enfin tous ceux que j'ai lus, j'ai toujours eu le même ressenti à chaque fois. Je dis, ah, c'est bien, mais à la fin, faut... Ouais, faut réfléchir à notre propre fin. C'est mieux. Conseil que je me donne, en tout cas, quand j'attaque ces bouquins-là. Mais vraiment plaisant à lire, ça va tout seul. Il est pas si long que ça, en plus, par rapport aux autres. Ah, bon, c'était un régal. Je me suis bien amusé. Et là, par contre, là où je me suis pas amusé, c'est le 1984 de George Orwell. Oh putain, celui-là, oh, faut le bouffer. Alors je l'ai mis parce qu'il m'a quand même marqué d'une certaine manière. Je me suis intéressé à ça, pas uniquement parce que c'est mon année de naissance, donc forcément c'est un nombre que j'ai l'habitude de voir, que je côtoie tout le temps. Mais euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait en matière de bouquins d'anticipation, bref, voilà. C'est le titre qui revenait quasiment tout le temps, plus que les autres encore. Et donc je m'y suis intéressé, ok, George Orwell, 1984. Bon, le résumé. Année 1984 en Océanie. 1984, c'est en tout cas ce qu'il semble à Winston, qui ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été oblitéré et réinventé, et les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout et voit tout. Il n'est pas une âme dont il ne puisse connaître les pensées. On ne peut se fier à personne et les enfants sont encore les meilleurs espions qui soient. Liberté et servitude, ignorance et puissance, telles sont les devises du régime de Big Brother. La plupart des Océaniens n'y voient guère à redire, surtout les plus jeunes qui n'ont pas connu l'époque de leurs grands-parents et le sens initial du mot libre. Winston refuse cependant de perdre espoir. Il entame une liaison secrète et hautement dangereuse avec l'insoumise Julia, et tous deux vont tenter d'intégrer la fraternité, une organisation ayant pour but de renverser Big Brother. Mais celui-ci veille. Bon, c'est aride comme bouquin. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. C'était long. Enfin, j'aime beaucoup le concept du bouquin, notamment le fameux concept de la novlangue. Là, Donc là, on est clairement dans le délire. Oui, État hyper totalitaire qui contrôle tout. Et puis, c'est tout. Toi, t'as un pion parmi tant d'autres et tu fais pas chier, sinon on va régler ton compte. Et donc, le mec là, dans le bouquin, lui, justement, il veut faire chier le régime. En tout cas, il veut juste être libre. C'est surtout ça. Et c'est pas évident. Et le concept de novlangue, donc je vais uniquement parler de ça, je vais pas aller plus loin. Parce que je suis pas là pour analyser les trucs, hein, je suis vraiment là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, vidéo détente. Hein. Je vous donne des titres, après vous en faites ce que vous voulez. Vous me direz dans les commentaires, ouais c'est bien celui-là, j'ai lu. Ouais celui-là c'est bizarre, t'as aimé? Je trouvais ça à chier, enfin, par exemple. Et donc novlangue, le concept est le suivant. Essayez de composer un langage qui ne contient qu'un nombre de mots très limité. Et pourquoi? Je crois que c'était une cinquantaine de mots, il me semble, dans le bouquin. Pourquoi? Parce que moins il y a de mots pour réussir à s'exprimer, plus c'est dur de s'exprimer, et moins on véhicule d'idées. Et le but, c'est qu'on ait le moins d'idées possible. Parce que attends, si on commence à penser, à avoir des idées, qu'est-ce qui se passe? Là, ça devient la liberté, ça va pas ça. Mec, il faut marcher au pas. Donc c'est ça le concept, et j'ai trouvé ça vraiment à la fois intelligent et en même temps tellement flippant que c'est vraiment le truc qui m'a marqué le plus dans ce bouquin. Pas vraiment l'histoire, parce que l'histoire en elle-même, il y a pas grand-chose. Hein, y a pas... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais en profiter, parce que je vous ai dit que j'avais parlé de 10 bouquins. En fait, il y en a 11, mais j'avais décidé d'associer celui-là, et avant que j'oublie, avec Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, qui est un peu, on va dire, la source une des plus grandes sources d'inspiration de George Orwell. Si je dis pas de conneries, Huxley, ça a été un des profs d'Orwell, quelque chose comme ça. Donc ils s'entendaient bien, puis voilà, quelque chose du genre. Je vais pas en dire plus là-dessus, parce que je suis pas Gala Magazine version bouquin, version bouquin rétro. Bon, aucune idée. Et il me semblait avoir lu quelque chose comme ça. Donc Le meilleur des mondes, défi, réquisitoire, utopie. Ah, attends, ça présente le bouquin, tac, 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 tac. C'est pas ça. Ouais, voilà. Résumé, c'est plutôt ça. Bienvenue
au centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale. À gauche, les couveuses où l'homme moderne, artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société parfaite. À droite, la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard feront son bonheur. Tel fœtus sera alpha, l'élite, tel autre epsilon, caste inférieur. Miracle technologique, ici commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la stabilité éternelle. La visite est à peine terminée que déjà certains ricanent. Se pourrait-il qu'avant l'avènement de l'État mondial, l'être humain ait été issu d'un père et d'une mère? Incroyable, dégoûtant, mais vrai. Dans une réserve du Nouveau-Mexique, un homme sauvage a échappé au programme. Bientôt, il devra choisir, intégrer cette nouvelle condition humaine ou persister dans sa démence. Donc on est vraiment dans le même registre, hein. 1984 et le meilleur des mondes, c'est un peu le même délire, si ce n'est que le ressenti que j'ai eu en lisant le meilleur des mondes, alors pareil, assez dur à lire, plus facile, mais ça reste froid comme texte. Et là, il y a plus un délire d'essayer de forcer le bonheur de chacun, enfin ce côté, cette idée de ok, toi tu vas être conditionné, enfin dès tout petit, il est conditionné pour être un ouvrier, donc il va forcément cultiver un certain mépris des intellectuels. On lui explique que bah non, il a de la chance d'être ouvrier parce que regardez, les intellectuels, ils doivent faire des tâches intellectuelles et tout, ils doivent diriger des trucs, ils doivent nous diriger, c'est des méchants. Nous, on est content d'être ouvriers, on œuvre bien pour notre pays, on fait les choses bien, c'est génial. Et puis le lieutenant, lui, ça va être différent pour lui. Les ouvriers, ça va être du caca. Enfin bref, ouais, il y a tout un délire comme ça, ça met beaucoup l'accent sur le conditionnement, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, et bien sûr un peu effroyable, parce que c'est ce qu'on va chercher quand on lit ces bouquins-là, c'est se dire... Et si, et si il y avait un genre de totalitarisme de cette manière, comment ça pourrait se passer? On se fait notre film aussi de notre manière. C'est vraiment des bouquins qui font réfléchir. De toute façon, c'est pas des bouquins où on se contente de lire l'histoire et se dire ouah, c'est dingue, si c'était comme ça. Non, non, c'est le but, c'est aussi de faire notre propre scénario. Donc, le meilleur des mondes, pareil, la fin, ouais, je trouve qu'elle n'est pas plus intéressante que ça, parce que c'est pas le propos du bouquin, c'était un peu comme 1984, c'est pareil. Le propos du bouquin, les propos de ces bouquins-là, c'est pas tellement l'histoire des... C'est pas l'histoire des bouquins. C'est pas l'histoire, c'est pas le scénario. C'est vraiment regarder le monde que je vous fais découvrir dans ma prose, et puis et bouffez-le, enfin prenez ce que vous en voulez. Soyez effrayés, c'est bien. Marche ou crève de Stephen King. Et encore un truc très optimiste. Alors, Stephen King, j'en ai pas lu un seul. Pareil, comme j'ai pas lu masse de bouquins, au risque de me répéter, j'en ai pas lu beaucoup de Stephen King, mais j'en ai lu plusieurs. C'est celui-là que j'ai mis, parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus, pas dire amusant, mais de ce que j'ai lu, le plus révélateur de son talent. C'est-à-dire que Stephen King, c'est écrit, c'est facile à lire. Et il arrive avec un concept assez simple, qui pourrait être développé en peu de pages. Il arrive à faire tenir son truc pendant... là, il met 378 pages sur ça. Alors, je sais pas quel format de bouquin c'est. Mais bon, hein, plus de 300 pages, je m'en souviens. Alors que, honnêtement, on se doute déjà depuis le début de ce qui va se passer à la fin. Enfin, on a des idées, c'est... Allez, je vais vous la résumer. Là. Mieux que le marathon, la longue marche. 100 concurrents au départ, un seul à l'arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. Marche ou crève. Telle est la morale de cette compétition, sur laquelle une Amérique obscène et fière de ses combattants mise chaque année 2 milliards de dollars. Sur la route, le pire, ce n'est pas la fatigue, la soif ou même le bruit des half-tracks et l'aboiement des fusils. Le pire, c'est cette créature sans tête, sans corps et sans esprit qu'il faut affronter. La foule qui harangue les concurrents dans un délire paroxystique, de plus en plus violent. L'aventure est formidablement inhumaine. Les participants continuent de courir en piétinant des corps morts, continuent de respirer malgré l'odeur des cadavres, continuent de vouloir gagner en dépit de tout. Mais pour quelle victoire? Ouais, donc c'est l'histoire de 100 personnes qui se sont portées volontaires pour un concours où le vainqueur sort de là. De mémoire, il sort très très riche, enfin, il est blindé, et puis tranquille quoi. Et les autres, par contre, les autres,
Les autres, ils crèvent. Tout simplement. Enfin, toi, Et c'est pas un concours de course, hein, c'est de la marche. Enfin, ils disent la longue marche dans le texte, et après, ils parlent de courir, je crois, un truc comme ça. Ouais, les participants continuent de courir en piétinant des corps morts. Bon, en fait, ils courent pas. Je pense qu'ils sont tenus de rester à 6 km/h minimum. Sinon, ils prennent un avertissement, et au bout de 3 avertissements, bah, c'est la balle. C'est le ticket, ils appellent ça le ticket dans le bouquin. Je me souviens. Et voilà, d'ailleurs, on est dans dans des bouquins que j'ai lus vraiment après mes 25 ans, hein. Alors, on part sur des trucs où j'ai lu ça plus avec un regard adulte. Donc, j'ai trouvé ça divertissant. Enfin, divertissant, on va croire que je suis un sadique. Enfin, c'est pas le cas. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment le côté on tient en haleine, alors que le propos du livre est. Il y a deux propos, hein. Il y a le propos simple et il y a le propos caché derrière. Ce qu'ils essayent déjà d'expliquer dans le résumé. Mais ouais, c'était effroyablement efficace. Et je peux en dire plus. Parce que le but, c'est pas de tout décrire, de donner tous mes ressentis. Caillou dans le ciel d'Isaac Asimov, le résumé pour Joseph Schwartz. La chose arriva à l'instant où il avait un pied en l'air. Il se trouvait dans la banlieue de Chicago et s'apprêtait à enjamber une poupée de chiffon. Lorsqu'il reposa le pied, après avoir éprouvé une fugitive impression de vertige, sa chaussure s'enfonça dans l'herbe. Il était alors dans une forêt. Ce qu'ignorait Joseph Schwartz, c'est qu'il ne s'était pas déplacé dans l'espace, mais qu'il avait effectué un immense bond dans le temps. Désormais, la Terre n'était plus qu'une petite planète d'intérêt stratégique secondaire dans l'immense empire galactique dirigé depuis Trantor. La présence d'un homme venu du passé ne va-t-elle pas modifier les rapports de force existants entre les terriens et la garnison de soldats impériaux? Alors, ce qui est assez rigolo, Caillou dans le ciel, c'est le seul roman que j'ai lu d'Isaac Asimov. J'ai surtout lu des nouvelles de sa part. Je trouvais que. Alors, il y avait quoi? Il y avait Cher Jupiter, il y avait Flûte. Comment ça s'appelait? Flûte et Flûte, un truc du genre. Bah, je crois que j'en ai lu au moins. J'ai dû en lire 3 des bouquins de recueil de nouvelles, là. Et plus ce roman-là. Alors, j'ai mis ce roman-là histoire d'en mettre un, mais en fait, tout était cool. Dans ce que j'ai lu, il y a vraiment peu de choses que je n'ai pas appréciées. Et j'adore son côté. Alors on est dans de la science-fiction, hein, quasiment tout le temps avec lui. Et même s'il y a un petit côté anticipation, c'est le cas d'ailleurs vite fait dans ce bouquin. Il y a une idée dans le bouquin qui m'avait amusé. C'était. Je crois qu'il y a une histoire de l'oncle des personnes qui hébergeaient le Joseph Schwartz, un truc comme ça. Je ne sais plus trop qui c'est. Mais quelqu'un qui avait 60 ans, qui arrivait sur ses 60 ans. Et il y a une loi dans le bouquin, il parle dans ce fameux empire, machin truc là. Il y a la loi, je crois que c'est la loi hexadécimale ou un truc comme ça. Je sais plus précisément le nom de la loi, mais en gros, au-delà de 60 ans, on euthanasie les personnes parce qu'il faut laisser la place aux autres. Voilà, c'est c'est simple, rapide, efficace. Donc là, dans le bouquin, le gars, il essaie de le faire, de le cacher un petit peu pour qu'il vive quand même. Parce que pourquoi il se ferait tuer sous prétexte qu'il a passé 60 ans? C'est nul, ça. C'est nul comme loi. Et donc là, je me souviens surtout de ça. Mais j'ai voulu mettre le bouquin pour simplement parler d'Isaac Asimov de manière large. Alors, il est connu pour ses cycles Fondation, je crois, et les robots, notamment les robots, hein, les fameuses lois de la robotique, etc. Enfin, il est connu pour ça. Je peux pas en parler parce que je les ai pas lus. J'adore son côté vulgarisateur. Il y a vraiment, on sent le scientifique qui écrit en fait dans ses écrits et c'est vraiment intéressant quand on est curieux de beaucoup de choses. C'est vachement intéressant à lire et à la fois divertissant et en même temps instructif. Là, et ça se lit plutôt bien, c'est pareil, ça se lit plutôt bien. En tout cas, les bouquins que j'ai lus étaient bien traduits, c'était propre, c'était efficace, quoi. Quoi d'autre? Nous avons Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Ah oui, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, ça doit peut-être faire 2 ans. C'est comme ça. On se rapproche des derniers bouquins que j'ai pu lire. Et parce que j'ai vraiment pas lu des masses ces derniers temps, c'est fou. Donc Le Tour du monde en 80 jours. Alors pareil, je me suis intéressé à Jules Verne parce que je trouvais que je passais à. Ouais, il n'y a pas longtemps. Hop, et je vois dans les bouquins. J'aime bien regarder de temps en temps ce qui se fait, science-fiction et trucs comme ça, un peu tout. Je vois du Jules Verne,
bouquins qui sont assez mignons, assez bien décorés, la couverture sympa, qui fait très rétro, mais un peu tape à l'œil. D'ailleurs, c'est cette couverture-là qu'on voit sur le site. C'est pas toujours les... Non, parce que tous les bouquins que j'ai lus, c'était jamais les couvertures que je voyais. Mais, parce qu'il y a plusieurs éditions, etc. Là, c'était celui-là. Et je me dis, bah tiens, c'est que Jules Verne, hyper connu. Quand même, hein, ça, Jules Verne, c'est ok, c'est l'écrivain de la science-fiction fin 19e siècle. Et en fait, j'ai jamais rien lu de lui à s'intéresser. Donc je m'en étais pris deux, j'avais pris celui-là, j'avais pris, c'était qui fait vachement penser à Dracula. Je sais pas si c'est le guerrier des Carpates ou un truc comme ça. Un truc avec Carpates, je sais plus trop. Qui m'avait pas tellement marqué celui-là. Je le trouvais sympa sans plus. Celui-là, j'ai trouvé très amusant à lire, il se lit facilement. Alors le résumé, Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres de son club qu'il fera le tour de la Terre en 80 jours. Et aussitôt, le voilà parti accompagné de son domestique Jean, un Parisien dit passe-partout. Il devrait être revenu à Londres pour gagner le samedi 21 décembre 1872, 20h45. Je suis un petit peu décousu dans ma lecture, j'ai du mal. Soupçonné d'être l'audacieux voleur de la Banque d'Angleterre, Phileas Fogg va être filé tout au long de ses pérégrinations par le détective Fix, qui ne peut cependant pas l'arrêter. Le mandat d'amener arrivant toujours trop tard. C'est le mandat d'arrêt qu'ils ont voulu mettre, mais il y a peut-être une faute de frappe là. Les pays traversés, les multiples aventures, les stratagèmes employés pour contourner les nombreux obstacles, l'activité débordante de Phileas Fogg pour lutter contre le temps en ne se départant jamais de son flegme tout britannique, les personnalités de Passepartout et de l'obstiné Fix font du tour du monde en 80 jours un merveilleux roman. Je sais pas pourquoi je lis ça, moi, c'est pas le résumé. C'est pas très grave. C'était paru en 1873 d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé, on voyage dedans, c'est positif, ça change avec tous les autres bouquins que j'ai présentés précédemment. C'était cool, les personnages sont vraiment attachants, Phileas Fogg. J'adore ce côté, je sais pas si vous avez lu, si vous êtes fan de BD et de Lucky Luke, tout particulier, le pied tendre de Lucky Luke. C'est mon Lucky Luke préféré, celui-là. Et le pied tendre, quand j'ai lu Tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg, pour moi, c'est le pied tendre de Lucky Luke. Vraiment, sans hésiter. C'est le gars qui est vraiment le flegme britannique à outrance. Il n'y a rien qui l'impacte. Il va se passer une énorme catastrophe. Il y a un Kraken qui va débarquer. C'est pas vrai, hein, je ne suis pas en train de, de spoiler le bouquin. Il y a un Kraken qui va arriver, qui va lui arracher un bras et une jambe. Il va dire « Oh, pas de problème, il me reste une jambe pour gagner mon pari. » Voilà, c'est fou. Et non, vraiment, c'est rigolo à suivre. Et c'est marrant parce que donc on est dans un monde de fin 19e siècle. Et je sais pas pourquoi je peux pas me détacher d'une image que j'ai de la possibilité de voyager à l'international à cette époque-là. Et pour moi, à cette époque-là, tout était hyper fermé, on pouvait pas aller où on voulait, etc. En fait, non, le voyage à travers le monde a toujours existé depuis toujours, quoi. Et ce bouquin-là l'illustre bien. Et c'est ça qui est amusant, c'est d'essayer de voir comment les choses étaient vues. Je sais pas après si Jules Verne il a réussi à voyager partout à l'époque, je sais pas s'il connaissait bien les contrées qu'il décrit dans le bouquin, mais ça permet de voyager, ça permet de donner une image. En fait, ça fait presque office de témoignage historique et géographique, voire géopolitique de l'époque. C'est amusant, de manière très très légère, bien sûr, hein, de manière en survol total, mais c'est vraiment amusant, ça fait voyager. Ce bouquin, il fait voyager dans l'histoire et dans l'espace. Pas dans l'espace géographique, pas dans l'espace intersidéral, machin truc. Approuvé, c'est approuvé, ça se lit facilement, ça se lit bien. Ça me donne, d'en parler, ça me donne envie d'aller choper d'autres Jules Verne et de voir ce qu'il propose, ce bon vieux Jules. La nuit des temps, René Barjavel. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus dans quel ordre j'ai classé les bouquins, mais je pense que c'est le dernier que j'ai lu. Non, il y en a encore un derrière. D'accord. Ne partez pas, le 10e va vous surprendre. La nuit des temps de René Barjavel. Dans l'immense paysage gelé, les membres des expéditions polaires françaises font un relevé sous glaciaire. Un incroyable phénomène se produit. Des appareils soudeurs enregistrent un signal. Il y a un émetteur sous la glace. Que vont découvrir les savants et les techniciens venus du monde entier qui creusent la glace à la rencontre du mystère? La nuit des temps, c'est à la fois un reportage, une épopée mêlant présent et futur et un grand chant d'amour passionné. Traversant le drame universel comme un trait de feu.
le destin d'Elia et de Païkan, Païkan, les emmène vers le grand mythe des amants légendaires. Bon, c'est pas trop le délire d'histoire d'amour qui m'a captivé dans ce bouquin-là. Honnêtement, les trucs à l'eau de rose, ça me gonfle. Donc c'est c'est pas ça. J'ai bien aimé. Tiens, ils mettent pas le nombre de pages. Il me semble que le bouquin n'était pas si court que ça, par rapport à mes standards. Et, et pourtant, j'étais pris dedans, j'ai continué. Vraiment, je ne l'ai pas lâché celui-là. J'ai trouvé ça. Encore une fois, il y a un côté il y a un côté aventureux, parce que les mecs, ils sont à la recherche de quelque chose, il y a un signal et tout, ils y vont. Et ça cache quelque chose, ça cache un peu de science-fiction, un peu d'anticipation, tout ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le mix de tout ça. Le côté un petit peu Stephen King, on trouve un concept et on réussit à poser et à en faire un contenu quand même assez long sans perdre le lecteur. Avec enfin, comment je dire ça? Ils arrivent à étirer le contenu, quoi. Ils arrivent à étirer le contenu et à le laisser attractif. Parce qu'au final, la petite Elia et le Païkan, ils mettent un temps fou à le sortir. Enfin, dans le bouquin, ça met pas mal de temps. Et pourtant, bah, on le lit. On continue, on continue. Mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Et puis ça va. On a réussi à mettre des petits ingrédients par-ci par-là pour faire que la bouffe reste chaude. C'est vraiment pas mal. Donc Barjavel, il est surtout connu pour Ravage, que j'aime, mais que j'ai commencé à lire, mais j'ai pas réussi à... Ravage, j'ai pas réussi à le continuer. Mais plutôt faute de choses à faire à côté, ça m'a sorti et du bouquin, et je suis pas allé plus loin. Ça m'a pas complètement dégoûté en fait, c'était pas ça. Le bouquin m'a pas dégoûté. Peut-être qu'un jour, si je fais... allez, la suite, 10 autres bouquins. Voilà, dans 15 ans, hein, vous avez le temps. Il me faudra 15 ans pour en lire 10 de plus. Il y aura peut-être Ravage de Barjavel, parce que j'aime bien son style. Pareil, ça se lit bien. On est vraiment, de toute façon, tous les bouquins que j'ai présentés là, à part les deux, 1984 et Les meilleurs du monde, qui sont plus arides à lire. Sinon, là, tous ceux-là sont quand même assez fluides. On poursuit. Ah bah voilà, donc c'était bien le dernier. Et le dernier, j'avais pas laissé d'indice. On n'est pas sur Babelio, parce qu'il n'est pas sur Babelio. C'est le bouquin que je me suis édité tout seul comme un grand, grâce à Amazon d'ailleurs, parce qu'Amazon le permet. Enfin, j'avais déjà essayé avant avec un autre fournisseur, mais Amazon c'est tellement plus facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tapent sur Amazon en disant ouais, mais c'est un géant, donc il écrase tous les petits, nanana. Bah, n'empêche que c'est tellement pratique quand on est écrivain, on va dire, même pas dire semi-pro, juste écrivain amateur, bah, de se produire comme ça, de pouvoir s'imprimer, de pouvoir s'éditer. C'est tellement facile, ils permettent tellement de choses que c'est quand même cool. Donc Saphira, parlons de Saphira. Le petit résumé. Saphira de Jacques Seller. C'est le mien, c'est le mien. Eh oui. Axel est un professeur de guitare blasé du monde qui l'entoure. Il découvre lors d'une séance de basketball qu'il est capable de voler. Bien entendu, ce don hors du commun n'est pas venu seul. Une communauté secrète aux facultés surprenantes s'intéresse à lui. Axel a-t-il un rôle à jouer face au danger sur le point de menacer la race humaine? Et ouais, nous restons dans un type fantastique anticipation, c'est ce que je préfère. Bien sûr, je l'ai écrit, je suis pas parti écrire un roman d'amour, hein, c'est logique. Je le mets quand même parmi mes lectures, parce que même si je l'ai écrit, je l'ai relu. Alors, je l'ai écrit en fin 2015, début 2016. Alors, c'est marrant, ça part un petit peu d'une pandémie dedans. Complètement. Enfin, j'avais pas anticipé les délires de Covid et compagnie, mais le Covid se passe mieux quand même que le bouquin. C'est un petit peu différent ce qui se passe dans le bouquin. Je peux pas en dire plus pour pas spoil si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de vous le prendre. Parce que bien sûr, je vous encourage, hein, parce que c'est un moyen en retour de m'encourager. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc je l'ai relu, je me suis amusé à le relire il y a un an ou deux pour faire encore un petit rafraîchissement. Donc là, c'est la V2 du bouquin, on va dire. Mais j'ai pas changé énormément de choses. Au final, je me suis régalé à me relire. C'est assez bizarre à dire, parce que je suis plutôt plutôt le type de personne qui va être un éternel insatisfait. Et autant là,
C'était très marrant de me relire. Il y avait plein de trucs que j'avais oubliés, parce qu'on écrit des choses sur un moment présent, et on se retrouve 5-6 ans après, on se dit, ah ouais, ok, tiens, c'est... Alors, 5-6 ans, mon calcul est pas bon. 4 ans. Ouais, 4 ans après, il y a déjà plein de trucs qu'on a oubliés. On se souvient de la trame, bien sûr. Il y a plein de détails. Il y a même des petites conneries que j'ai mises par-ci, par-là, où je me suis fait rire. Je lis le bouquin, je me suis dit, putain, je suis con, j'ai mis ça, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Ça m'amuse. Je la connaissais pas, la blague. Attends, j'écris la blague, je la relis, je la connaissais pas. C'est trop drôle. Non, enfin, ouais, c'était vraiment une expérience excellente à vivre, d'écrire, et vraiment amusante de relire derrière. Donc ça se lit, les retours que j'en ai souvent, la plupart sont positifs. C'est rare que quelqu'un me dise, ouais, écoute, j'ai pas trop aimé le bouquin. Euh, Après, chacun sa sensibilité, c'est toujours pareil. Et je pense que ceux qui n'ont pas aimé l'ont pris pour me faire plaisir et l'ont lu et l'ont pas. C'est normal parce que c'est pas leur registre, parce qu'ils l'ont pris pour me faire plaisir. Donc là, je prends bien, vraiment, je me suis éclaté. Je me suis éclaté là-dessus. Il y a plein de petits autres packs à droite à gauche pour des amis, des choses comme ça. Donc il y a des trucs qu'on capte pas quand on lit, mais c'est normal. Et puis on comprend quand même le fond du bouquin, bien entendu. Et je sais pas, c'est vraiment bizarre d'en parler. C'est bizarre d'en parler. C'est le mien. Donc c'est très, très, très dérangeant. Faudrait limite que quelqu'un fasse je fasse un radio saloon où j'invite quelqu'un qui m'invite. J'en parlerai peut-être plus facilement si on me pose des questions, je pense. Mais en tout cas, ouais, voilà, j'accélère. Saphira. Un bon petit bouquin, un roman, ça tient, ça se lit facilement. Ça fait partie des retours que j'ai, c'est que ça se lit facilement. Même jeune, il y en a qui... Ça, c'était un copain qui l'avait pris, un copain de Twitch, et qui dit, ah, tiens, ma fille, elle a bien aimé. Ouais, à quel âge, tiens? 10 ans, je crois, un truc comme ça, ou 11 ans, 11-12. 10, 11-12, un truc comme ça. Je dis, putain, quand même, 10, 11-12, ça doit être chaud. Parce qu'il y a quand même des passages un peu... enfin, ça reste d'anticipation, donc c'est rarement tout va bien, le ciel est bleu avec les petits oiseaux. Il y a toujours des trucs un petit peu crades dedans. Et non, bah, ça passe. C'est dur à cuire. She's badass. Voilà pour le tour des bouquins. J'en ai pas plus, c'était mon dernier. J'avais mis celui-là volontairement à la fin. Pour pas faire le gars qui fait son auto-promo. Alors que honnêtement, je vis pas du tout de mes bouquins, hein, c'est pas le but. Enfin, c'est le but. Si ça pouvait être le cas, ça serait génial, mais faut pas se voiler la face. En France, t'en as qu'une poignée qui vit de leurs bouquins. Vous imaginez le truc? Donc c'est un peu comme les auteurs de jeux de plateau, hein. On pense qu'on peut en vivre. Au final, ils sont à peine quelques-uns à en vivre. Les autres, ils galèrent, ils ont des jobs à côté, ils font autre chose. Donc, non, non. Mais en tout cas, si vous le prenez, faites-vous plaisir. Vous, à mon avis, vous vous régalerez. Je mettrai les liens de tous ces bouquins-là en, en descriptif, en commentaire de vidéo, en descriptif de vidéo. Je mettrai tous les liens, comme ça vous n'aurez pas à les chercher. Si ça vous éclate, je mettrai le lien Amazon, je vais pas me faire chier, hein. Forcément, je suis copain avec Amazon, ils sont copains avec moi, ils me permettent de vendre mon Saphira. Donc, on y va. Allons-y. Et puis je manque d'évaluation, hein, donc prenez-le, et puis mettez une bonne évaluation, ou une mauvaise, je m'en fous, mettez un truc. Le but c'est que ça vive. Allez, sur ce, c'était 10 bouquins que j'ai lus. À très bientôt, à très vite. Salut, salut, des bisous.